585e journal de bord de Jean-Marie Le Pen. Président, bonjour. Bonjour. Vous avez regardé hier, nous étions le 14 juillet, le président de la République qui a renoué avec une tradition qu'il avait abandonnée, de s'adresser aux Français à l'occasion de la fête nationale. Vous avez regardé le président de la République? Oui, absolument. Ça a été un peu comme le feu d'artifice. C'était interminable. Le président semble gagner par la logorrhée. Et quel que soit le sujet, il est capable de parler pendant interminablement. Voilà, il nous explique qu'il aurait dû être professeur à Sciences Po, d'un endroit où on aime bien ce genre de discours. Mais en fait, et son Premier ministre aurait pu être professeur dans un établissement d'enfants diminués, parce qu'il nous parle comme si nous étions si on n'allait pas le comprendre. Alors, nous allons parler de Jean Castex tout à l'heure, puisqu'il prononce son discours de politique générale aujourd'hui, quand nous enregistrons ce blog. Le président de la République a parlé d'un nouveau chemin. Vous avez distingué un nouveau chemin dans ses propos? Non, pas du tout, non. Il était nouveau pour lui. Il retrouve ça. Il découvre tous les matins une France différente. C'est celle dont il n'a pas parlé hier. Donc, tout se retrouve. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de nouveau chemin. Il y a, au contraire, la reconduction à comment dirais-je, à Moretti près. Il n'y a pas grand-chose de changé. Si on va bien voir les secrétaires d'État, puis les sous-secrétaires d'État, ce qui transformera le gouvernement de 20 ministres en 80, comme d'habitude. Il n'a rien. Non, il met ses pieds dans les pas de ceux qui l'ont précédé, tout en reconnaissant d'ailleurs leur responsabilité dans les événements qui nous accablent. Alors un petit mot tout de même de la cérémonie pseudo-militaire cette fois, puisqu'elle n'était pas conforme au défilé traditionnel du 14 juillet. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle, ce mélange entre les civils, les soignants, auxquels il convenait de rendre hommage à cause de leur effort exceptionnel pendant la crise du Covid, et puis l'armée? Oui, ça c'est pour nous dire que la France, ce n'est pas seulement des militaires, on le savait. Mais enfin, traditionnellement, le 14 juillet, c'était la fête de l'armée française. Cette fois-ci, c'est la fête de la population française, y compris les militaires. Je dois dire que je craignais le pire de cette modification du défilé. Il y avait tout de même un défilé, il n'avait pas l'ampleur ni le cadre traditionnel, mais ma foi, c'était pas si médiocre que ça. Oui, je suis indulgent. Alors si on reste sur le 14 juillet, tout ça se termine dans la nuit par des émeutes urbaines un petit peu partout en France, des incidents. Oui, alors là, je dois dire que j'ai été très choqué par l'attitude de certains syndicats. Parce que la loi syndicale permet en effet la signature d'un accord à partir du moment où il y a une majorité, et normalement en démocratie la minorité s'incline. Or en l'occurrence la minorité, surtout la CGT, ne s'est pas inclinée. Elle a laissé faire l'accord et puis elle a créé des manifestations de rue, manifestations qui ont justifié l'emploi de gaz lacrymogène, ce qui n'est pas très festif, il faut dire la vérité. Ça, j'ai trouvé qu'il y a là une dégradation générale de l'esprit public qui est très inquiétante. Alors à ce stade, il y a deux noms que nous devons citer. Ce chauffeur de bus massacré à Bayonne, il s'appelait Philippe Monguillot, et puis cette jeune femme gendarme tuée à l'occasion d'un contrôle routier, c'était en Lot-et-Garonne, elle s'appelait Mélanie Lemay. La semaine qui vient de s'écouler a été marquée par ces deux incidents extrêmement graves. Ensauvagement de la France? Oui, certainement. Une diminution progressive de la sécurité et des agressions criminelles, des agressions mortelles, qui vont exiger une reprise en main judiciaire et pénale, sans laquelle il y aura la guerre civile. Et si le gouvernement ne prend pas conscience de la dimension du phénomène, s'ils considèrent ça seulement comme des incidents isolés, alors qu'en fait ils s'inscrivent dans la trame d'une dégradation générale de la sécurité publique, alors il y a beaucoup à craindre pour l'avenir.
Avec votre expérience, est-ce que la situation est encore sauvable sans affrontement? Écoutez, il y a maintenant des territoires qui sont considérés comme des territoires étrangers, en fait, puisque la police, pour ne pas faire de bavure, dit-on, n'ose même plus y entrer. En tous les cas, à l'ordre de ne pas y entrer. Alors, à partir de ces bases arrières, il est tout à fait possible qu'il y ait un jour un soulèvement qui, comme en 2005, je crois, gagne toute la France par le jeu d'ailleurs des télévisions, des spectacles et des réseaux. Et il y a maintenant des modes de mobilisation tout à fait différents de ceux d'antan. Il semble que le nouveau ministre de l'Intérieur, à cause d'une affaire judiciaire en cours qui le concerne, soit la cible de certains milieux, notamment féministes. Est-ce que vous pensez que Gérald Darmanin, dans ces conditions-là, est l'homme de la situation alors qu'il est attaqué sur un terrain juridique et judiciaire non établi, car à ce stade il n'y a pas de condamnation? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Écoutez, s'il ne résistait pas, ça serait fini de la démocratie et de la République. Cela étant, est-ce que Darmanin a les épaules suffisantes pour être ministre de l'Intérieur? C'est une autre question, ça. Mais quant à l'accusation qui est portée contre lui, elle n'a, selon moi, aucune portée, si ce n'est qu'elle est répercutée par les médias de telle sorte qu'elle constitue en tout état de cause, même et surtout si Darmanin est innocent, une diffamation d'une gravité exceptionnelle. Alors revenons au Premier ministre qui va prononcer cet après-midi, nous enregistrons mercredi matin, et c'est cet après-midi le discours de politique générale du chef du gouvernement. Il présente les choses ainsi dans la presse, c'est un rendez-vous avec soi-même, il faut sentir le pays. Est-ce qu'un Premier ministre a rendez-vous avec lui-même au moment où il prononce un discours de politique générale? C'est curieux comme expression. Je sais pas, c'est le sens qu'il a du monologue qui l'amène à cette pensée. Je dois dire que jusqu'ici, il ne m'a pas convaincu. En tous les cas, dans le domaine de la communication, il n'est pas tout à fait la personne qu'il nous faudrait et qui, il faut bien le dire, serait l'égal ou le supérieur de Philippe, son prédécesseur, qui avait dans ce domaine-là une attitude qui était plus régalienne, dirais-je. Ce sont les premiers pas. Alors peut-être va-t-il s'entraîner quand même. C'est un énarque, il connaît au moins le superficiel des problèmes. Donc moi j'attends pour voir. Je ne veux pas condamner avant d'avoir assisté à la reconstitution du crime. Vous vous souvenez que vous-même avez été en situation en 1986 de réagir à un discours de politique générale, c'était celui de Jacques Chirac, où vous avez parlé de la confiance. La confiance, ça ne s'écrit pas, ça ne se décrit pas, ça se ressent, monsieur le Premier ministre, je n'ai pas confiance. C'est un petit peu votre état d'esprit vis-à-vis de Jean Castex aujourd'hui. C'était à la tribune de l'Assemblée nationale, mais je dois dire que je n'ai pas pour monsieur Castex la même répulsion que pour Jacques Chirac, puisque c'était enfant une étoile nouvelle, petite étoile, mais une étoile nouvelle tout de même. Par conséquent, je ne veux pas faire de préjugés ou de préjugements, et j'attends quelques semaines. Tout cela se révélera très rapidement, puisque la réalité, elle n'attend pas. Alors à partir du 1er août, si vous vous rendez dans un lieu clos, vous devrez porter un masque. Oui, mais je ne me rendrai pas dans un lieu clos. J'ai horreur des lieux clos, surtout quand il y a des barreaux. Mais non, je serai à la campagne, et par conséquent, je ne porterai pas de masque. Jusqu'ici, je n'en ai pas ressenti le besoin, parce que je vis d'une manière relativement isolée, avec ma femme et mes amis, mais sans masque, si j'ose dire. Mais sur le principe d'obliger la population à partir du 1er août à être plus vigilante en cas de deuxième vague, vous en pensez quoi? Oui, je pense que c'est une consigne qui est bien naturelle, bien normale, d'appeler à la prudence, mais de le rappeler tous les jours et même plusieurs fois par jour, cela finit par abrutir les gens et déconsidérer la cause. Ce que je crois, ce que je pense alors, qui est peut-être assez anxiogène, c'est que s'il y avait une guerre bactériologique, on aurait du souci à se faire. Mais je pense qu'à cette occasion,
on gardera les stocks, au moins pour le temps qu'ils ne soient pas périmés, on gardera les stocks de masques pour survivre au moins quelques jours. Alors à propos de survivre politiquement, vous en avez dit un mot tout à l'heure et j'y reviens, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, est-ce qu'il est présidentiable désormais d'après vous? Ah, moi, et est-ce que le problème de ce gouvernement n'est pas de faire oublier la bonne image d'Édouard Philippe, justement? Je crois, surtout s'il se baladurise, il est très possible, c'est un bon candidat, c'est le meilleur candidat de la droite, bien évidemment. Et s'il avait la volonté d'être candidat, il serait certainement un concurrent redoutable. Vous l'avez repéré très vite, Édouard Philippe, je crois, depuis qu'il était nommé Premier ministre. Je trouvais qu'il avait du talent et qu'il s'était adapté très vite à cette fonction extrêmement lourde qu'est celle de Premier ministre, alors qu'il était bien sûr une personnalité politique, maire d'une ville qu'il avait enlevée aux communistes, il ne faut pas l'oublier, qui a un certain mérite tout de même, et qu'il a, je ne dirais pas reconquise, mais il a confirmé sa victoire, et ceci c'est remarquable. L'homme a du calme, de la prestance, il était bien dans le rôle qui était le sien, je trouvais. De temps en temps, on peut quand même faire quelques compliments au milieu d'un certain nombre de critiques. Alors il est possible que dans le nouveau gouvernement, quand seront nommés les secrétaires d'État, il y ait un secrétariat d'État consacré à la défense des animaux. Et ça, je sais que c'est un thème qui, dans toute votre vie politique, a été un marqueur, puisque vous avez toujours pris des positions de ce genre. Ça peut concerner à la fois l'autorisation de détenir des animaux de compagnie si on n'est pas complètement irresponsable, autrement dit si on ne se prépare pas à attacher son chien dans une forêt pour s'en débarrasser à l'occasion des vacances, et puis aussi peut-être de toucher à l'abattage rituel et à ce qui se passe dans nos abattoirs. Alors là, ça serait une autre question, parce qu'on va heurter de plein fouet les convictions religieuses des musulmans. Enfin, en tous les cas, leurs habitudes, et on devrait pouvoir les leur imposer, puisque la loi passe avant l'émotion. Et je dois reconnaître qu'on consacre un secrétariat d'État ou un sous-secrétariat d'État à la défense des animaux dans tous les domaines. Je trouve ça normal, puisque les animaux, qu'ils soient de compagnie ou de nourriture, dirais-je, sont pour nous maintenant d'une importance exceptionnelle. Jean-Marie Le Pen, cet été, qu'est-ce que vous faites? Alors, toujours le Sud? Oui, bien sûr. Évidemment, puisque ce sont mes enfants qui sont dans la maison familiale à la Trinité-sur-Mer. Moi, donc, j'irai un petit peu me promener peut-être chez des amis qui m'ont invité dans le Sud. Mais ce n'est pas au bord de la mer, d'ailleurs, parce que je n'aime pas trop les plages, je m'y ennuie. C'est aller au Sud et à la montagne ou à la colline. C'est assez agréable aussi. Il y avait tout de même cette plage de Suez où vous n'avez pas eu le temps de vous ennuyer. Ah oui. On s'attendait à une résistance farouche et nous n'avons trouvé que les casques et les babouches. Presque. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine.